Bonjour Saïd, Bonjour Racha. merci de participer à cette interview. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Qui es-tu, Saïd? Je suis Saïd. Je suis Saïd. J'ai j'ai euh, j'ai 30 ans et j'ai commencé mon parcours dès mon jeune âge à Mayotte et puis j'ai quitté Mayotte en 2000, fin 2008 pour aller en Égypte pour continuer mes études là-bas. Et à cette époque-là, c'est mon père qui m'a poussé à aller en Égypte. Puis je suis resté en Égypte dès 2008 jusqu'à 2020, là où j'ai quitté l'Égypte. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, au collège, lycée et université. Et j'ai fait la spécialité de droit et la charia aussi, qui est le droit musulman. Et après ça, j'ai quitté l'Égypte pour aller en Turquie pour continuer mes études là-bas. Mais j'ai pas eu d'établissement. J'étais pas accepté dans les établissements. Du coup, j'ai quitté Turquie pour venir en France et terminer ici. Et voilà, et rester dans le pays. Et là, actuellement, je fais une formation de droit. Je suis en troisième année. D'accord. Et T'as dû revenir un peu, voilà, faire un peu marche arrière par rapport à ce parcours en droit, parce que c'est quelque chose quand même qui n'a pas été évident. Tu nous en parleras un peu plus tard. Et là, j'aimerais juste que tu reviennes. Lorsque ton père te dit tu vas aller en Égypte, il vaut mieux que tu ailles en Égypte. Quel est ton sentiment premier? Parce qu'en général, les jeunes, on leur dit, tu vas aller en France, tu vas aller à La Réunion, n'est-ce pas? Et là, c'est l'Égypte, quand même, c'est particulier. moi, quand il m'a dit ça, j'étais heureux parce que j'avais 14 ans à cet âge-là, à cette époque, et j'avais 14 ans. Et en fait, j'aimais l'archéologie. Du coup, Ah, quand on parle d'archéologie, directement, on passe les pyramides, les momies et tout ça. Et j'ai vraiment aimé quand il m'a dit que tu vas aller en Égypte. J'ai pas trouvé ça comme une surprise. C'est comme si quelque chose que je l'attendais depuis longtemps. Et l'objectif, lui, il voulait que j'aille en Égypte pour faire ma formation de sciences islamiques. d'accord. Et Euh, quels sont les préjugés en général quand tu dis aux gens comme ça, j'ai été en Égypte ou je vais en Égypte, etc. Qu'est-ce que tu peux nous citer quelques préjugés? On va essayer de les briser là maintenant par rapport à l'Égypte. Parce que c'est un pays musulman, etc. Et quels sont les préjugés qui sont venus là et qu'on peut briser tout de suite grâce à cette vidéo? les préjugés, c'est que c'est un pays arabe, c'est quoi? C'est la guerre. Mhm. C'est quoi? Par exemple, on n'apprend pas beaucoup sur la vie. Mhm. Par exemple, moi, jusqu'à maintenant, il y a peu de gens qui pensent que j'ai fait des études de droit. Même si quand je dis j'ai fait des études de droit, les gens c'est un peu bizarre pour eux. D'accord. Une personne qui est en Égypte et fait des études de droit, c'est un peu bizarre. On sous-estime en fait la qualité, c'est la qualité de la formation qui est sous-estimée, c'est ça, en Égypte? Oui, c'est la qualité, mais c'est par rapport à peut-être c'est juste à Mayotte parce que peut-être à Mayotte on ne connaît pas beaucoup l'Égypte. On pense que l'Égypte c'est un pays musulman, du coup les instituts ça parle que de l'islam, ça parle que des sciences musulmanes. Mais ils ne connaissent pas que l'Égypte aussi, il y a le droit comme ici en France, c'est la même chose. Et je pense que aussi l'Égypte a été inspirée par le droit français aussi, Mhm. historique. D'accord. Historiquement, il aurait inspiré, le pays aurait inspiré le droit français aussi, c'est ça? Oui, ah, c'est D'accord. ça. Ok. En tout cas, bon, on lève au moins ce préjugé-là par rapport aux études, de dire bah, tu as quand même suivi des études de qualité. Maintenant, tu es en France, tu suis des études en France. Est-ce que réellement tu sens qu'il y a une différence
dans la qualité de la transmission de savoir ou la qualité même des apprentissages par rapport à l'Égypte. Est-ce que tu as ce ressenti? Oui, oui, il y a beaucoup de différences, beaucoup, dans tous les domaines. Par exemple, je peux citer une différence au niveau de l'apprentissage ou au niveau des matières elles-mêmes. Ça veut dire, en Égypte, je peux te donner un exemple. En Égypte, on lisait des livres, c'est-à-dire les matières, ce sont des livres des docteurs qui écrivent les livres, et ils nous donnent les livres. On doit lire tous les livres, tous les livres, des livres de 200 pages, 300 pages, 400 pages. L'élève doit les lire. Et ici en France, c'est pas le cas. Ici, on lit des cours, et pas des livres. D'accord. Euh, il y a une autre différence aussi sur les, la méthodologie de l'enseignement aussi. C'est que là-bas, l'élève, il ne, il ne produit pas. Il Hmm. ne Oui, c'est-à-dire il ne donne pas beaucoup sa pensée, il ne donne pas beaucoup son énergie, mais il prend les livres et il les mémorise, et puis après il va aller à l'examen, il va écrire ce qu'il a lu par rapport à ses réflexions. Ici en France, c'est pas le cas. On ne donne pas des cours pour les mémoriser, mais à chaque fois, quand il y a des examens, on nous pose des questions de réflexion. Hmm. Et ça que c'est un peu la différence entre ici et là-bas. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile. On peut pas tricher un peu, se dire, bah, je mémorise et puis c'est fait. J'ai jamais mémorisé parce que je peux pas, je peux mémoriser, mais j'aime être libre quand je réponds aux questions. Ah. Je utilisais les mêmes termes que le docteur il a utilisé, mais j'ai ma façon de penser. Du coup, j'écris, mais j'écris pas comme ce qui est dans le livre. Même les définitions, je crée mes propres définitions Hmm. et ça passe. D'accord. Tu as besoin de reformuler tout ça. De toute façon, c'est un peu ça en droit, s'approprier un peu en tout cas en France, s'approprier les matières et puis bah, essayer en fait de mener une réflexion construite, réfléchie, en tout cas argumentaire pour En pouvoir. fait, je pense qu'ici en France, je me trouve plus à l'aise que là-bas, puisque Ah, ici, je m'exprime, j'exprime ce que d'accord. je pense. Et là-bas, c'était un peu difficile de Fallait retenir, rester dans les livres en fait. Fallait pas trop s'écarter du livre. et c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Et pourquoi le droit? Pourquoi tu as choisi le droit? Justement, tu me parles de liberté d'expression, exprimer sa pensée, etc. Pourquoi le droit? Pourquoi tu as choisi en fait ce cursus? Oui, j'ai choisi ce cursus. Déjà, quand j'ai débuté, j'ai dit que quand j'étais à Mayotte, je me suis dit que je vais être archéologue, mais quand je me suis trouvé en Égypte, j'ai changé de façon de penser. Euh, à Mayotte, je ne pensais pas, et j'avais pas la pensée d'un pays ou de développement d'un pays ou de aider le pays à se développer. J'avais pas ça. C'était juste archéologue parce que j'aimais ça ou parce que je voulais travailler sur ça. Mais quand j'étais en Égypte, c'était le contraire. Je me suis rendu compte qu'il y a une grande différence entre l'Égypte et Mayotte. Et je me posais des questions, pourquoi on est comme ça depuis qu'on est avec la France 1975, je pense, si je Hmm. me trompe. Oui, c'est bien ça. Pourquoi l'île ne s'est pas développée? Je me posais des questions pour quels sont les problèmes, qu'est-ce que je peux apporter. Et je me suis dit que j'aimerais bien prendre une formation qui aura il y aura beaucoup de métiers ou beaucoup d'espaces d'espaces publics, c'est-à-dire pour parler avec le public, pour transmettre les savoirs, pour transmettre les messages. Et je me suis dit que le droit, c'est vaste. Il y a beaucoup de domaines dans le droit. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi le droit. Il y a ce côté-là, ce côté que j'avais des soucis pour Mayotte. Et je voulais contribuer pour aider notre île.
Et il y a le côté aussi parce que moi, j'aime bien les trucs difficiles. J'aime bien casser les tables. Tu tu aimes les défis intellectuels alors. Oui, j'aime beaucoup les défis. Et j'avais posé la question à des camarades. Je leur disais, des camarades qui étaient qu'ils étaient au master. J'ai posé la question, quelle est je veux une faculté qui sera difficile. Hmm. Et là, tu es dans quelle faculté là? Et dans l'université que j'étais, c'était l'université d'Azar. Ils m'ont donné deux facultés. C'était ce que j'ai pris, le droit et le charia, on fait 5 ans d'années en licence. Et le deuxième, c'était sur les bases les bases de la jurisprudence islamique. Du coup, moi, j'ai pris charia en premier parce que ça, c'est deux domaines en même temps. Hmm. Et là, j'ai continué. Hmm. Et là, en France, là, tu es dans quelle université? Là, je suis à l'université de Lille, Ah, de Lille, d'accord. à Et, distance. et du coup, ben, quand même, tu as fait quelques années en Égypte et là, tu vis en France. Et est-ce que tu as pu continuer dans le même niveau que le niveau dans lequel tu étais en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas continué dans le même niveau. Je suis venu ici en 2022. C'était fin octobre 2022. Et je me suis trouvé j'étais comme un clandestin. Voilà. Pourquoi? Puis, j'ai passé 13 ans non, pas 13 ans, c'est 14 ans ou 13 ans à l'étranger, Hmm, dès l'âge de 12 ans jusqu'à mes 27 ans. Du coup, j'ai passé cet âge-là là-bas et j'avais aucune relation avec l'État ici. hmm, Et c'est juste que quand je renouvelais mon passeport ou ma carte d'identité, c'est là où j'avais des relations avec le consulat en Égypte. Mais à hmm, part ça, aucune relation, il n'y a pas de bourse, il y a rien du tout. Du hmm, coup, c'est comme si on m'a oublié ou j'ai oublié l'État. Du coup, quand je suis venu ici, c'était un peu difficile. Je ne savais pas comment commencer, où commencer. C'était vraiment difficile. hmm. Mais j'ai pu faire mes démarches petit à petit. J'ai fait un an de, de dossiers, de déposer des dossiers, de essayer de... Démarche administrative. Tu Voilà, as fait une c'est année ça, de démarche administrative pour regagner ta citoyenneté. voilà, c'est ça, parce que on me connaissait pas, j'étais pas inscrit ni dans, dans les instituts, ni dans les établissements. Même le numéro IME, je savais pas comment le trouver. Alors qu'on me demandait à chaque fois que je postule, on me demandait IME, je ne sais pas c'est quoi, voilà, mais c'était bien, c'était bien. J'ai passé un an à faire ça Hmm, et aussi, les un an aussi, je cherchais des établissements hmm. pour, pour m'inscrire. Donc, il t'a Et fallu une bonne année pour vraiment t'installer. Est-ce que ça, tu aurais pu l'anticiper par exemple, quand tu étais en Égypte, tu sais que tu vas aller en France, tu aurais pu l'anticiper ou pas? j'ai essayé de l'anticiper, mais j'ai pas pu. Ah, fallait être sur place, c'est ça? Il fallait être sur place parce qu'il y avait beaucoup de trucs. Ah, Même quand j'étais en Turquie, j'avais eu une formation et cette formation, c'était trop cher pour moi. Et je voulais demander au consulat de m'aider à payer mes frais de formation. Et à chaque fois que j'envoie quelque chose, ils me disent on ne peut pas vous aider parce que vous n'avez pas telle chose, vous n'étiez pas en France, je ne sais pas quoi. Du coup, il y avait toujours des virgules ou des problèmes à cause de ça. Je hmm. suis resté ou à l'étranger. Du Mhm. coup, j'ai aucun statut ici en France. Un Français clandestin Ah, qui fait des études de droit et qui doit ouais, prendre contact avec l'État. En tout cas, merci pour ton témoignage. Ça va aussi qu'au niveau administratif, c'est pas évident, hein, parce que les démarches sont pas évidentes du tout, même pour ceux oui. qui sont en France. Et par rapport aux études que tu fais, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées du coup au niveau études? Au niveau études, même si j'ai pas terminé, parce que j'ai pas terminé
les démarches administratives parce qu'il y avait, il y a le pourquoi, il y a le pourquoi j'étais pas accepté pour continuer mon master. Parce que j'ai Hmm. une licence qui 5 ans, c'est Mhm. comme un plus 5. Mhm. Et quand je dis bac plus 5, ils me disent c'est master, je dis non, c'est licence. C'est, c'est un peu difficile pour eux de comprendre. J'avais postulé pour le master et on m'a refusé surtout sauf l'université de Lyon. Je Hmm. pense en Lyon 2, je pense que c'était ça. Et ils m'ont accepté, mais ils m'ont mis en attente. Hmm. 1000, je ne sais pas quoi, 1200, 1300. Mhm. Et du Lève, coup, 1300 minutes en attente. oui, oui, 1300. Et à chaque fois que j'ouvrais l'application, ça descend c'est descendu jusqu'à 300. Et Hmm. là, c'est bloqué. Et puis après, j'ai reçu qu'il y a plus de place, on ne peut pas t'accepter. Hmm. Puis après, parce que j'avais consulté beaucoup de gens, j'ai consulté les responsables ici et même j'avais des amis qui recrutent les élèves. Et cet ami-là, il m'a dit que ton dossier est difficile parce que même moi, si je reçois ton dossier, je peux pas l'accepter. Je le mettrai toujours en attente parce qu'il y Pourquoi? a il y a beaucoup d'espace. Il m'a dit il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mhm. Par exemple, il m'a dit que déjà, en regardant ton dossier, on va se demander est-ce que tu parles français ou pas. Du D'accord. coup, voilà. Et il m'a dit aussi que, par exemple, tu as quitté l'Égypte pour aller en Turquie, mais on ne sait pas ce que tu as fait en Turquie. D'accord. Il y avait beaucoup de questions. Et aussi la question, pourquoi tu es resté en Égypte 14 ans? D'accord. Et, et je lui ai dit que, mais je peux pas expliquer ça sur ma lettre de motivation. Il m'a dit, c'est pour ça que à chaque fois que tu vas postuler, il y aura toujours des problèmes. Et il faut que Pourtant, tu tu as fait expliques ta ça. scolarité en Égypte. Tu as fait ta Oui, scolarité en justement. Égypte, mais ce n'était pas pris en compte. Pendant ces 14 années, tu étais à l'école. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. C'était pas pris en compte. D'accord. Euh, du coup, je lui ai dit que quand même, je vais postuler. Il y a même des Mahorais qui ils m'ont dit que ça serait mieux de laisser le droit et d'aller sur l'histoire du Moyen-Orient Ouais. et laisser le droit parce que ça sera difficile de toi de rentrer en droit ici en France. Mm. Mais je dis que moi, j'ai pas de projet d'histoire. Du coup, si je rentre, j'écris ma lettre de motivation. Il n'y aura pas de motivation parce Mm. que j'ai pas de côté des projets sur ça. Du coup, je me suis dit, je vais me battre jusqu'à trouver, même si je rentre en L1, L2, c'est pas grave. Donc, tu étais vraiment déterminée. C'est vraiment là, je vois la détermination. Parce que la première fois qu'on a échangé, on a vraiment échangé sur ça, sur le fait que tu veux continuer le droit, etc. Et que tu voulais trouver un stage, etc. Et du coup, tu peux nous raconter un peu par rapport à ton expérience professionnelle. Tu es en licence, mais tu ne fais pas que la licence. Tu es un homme très impliqué professionnellement. Donc, tu peux nous raconter un peu? Depuis l'Égypte ou Tu peux, oui, tu peux, oui, depuis l'Égypte. depuis l'Égypte, j'étais comme étudiant jusqu'à en L3 de droit. Et après, je ne voulais pas travailler, j'avais pas l'envie de travailler parce que normalement, on n'a pas le droit de travailler si on est un étudiant en Égypte. C'est marqué dans le visa que cet élève ne peut pas travailler, on ne peut pas le prendre en travail. Mais par contre, j'ai eu des demandes puisque j'étais français et j'ai eu des demandes là-bas d'enseigner la langue française à des gens particuliers. Mm. Et un jour, j'ai reçu un mail, un message d'une personne qui m'a proposé d'aller enseigner son enfant. Mm. C'était c'était quelqu'un qui travaillait dans l'ambassade de Mauritanie. Mhm. J'ai oublié le poste qu'il occupait. Et j'ai commencé à enseigner son enfant. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de clients qui m'appelaient après, je veux que tu t'enseignes mon enfant.
Et j'enseignais la langue française et j'enseignais aussi le Coran, les sciences islamiques là-bas. Mm, J'ai commencé là-bas. J'ai fait à peu près 5 ans sur ça, avec mes études aussi. Et puis après, quand j'étais en Égypte, j'ai fait pareil aussi. Mais c'était pas tout, puisque mm, Turquie, il faut que on maîtrise la langue turque. mm, Et, mais en Turquie, j'ai quand même fait beaucoup de, de professions. mm, Euh, j'ai fait télécommunication mhm, sur la forme de trading. mhm, C'est-à-dire, c'est nous qui dérangeons les gens à chaque fois de les appeler et de leur dire qu'on vous propose tel produit. mhm, Et j'ai fait aussi dans l'industrie des pantalons de jeans. mhm. J'ai aussi, fait dans l'industrie aussi sur les trucs en bois. Ah, d'accord. J'ai beaucoup travaillé en Turquie parce que j'avais le temps et j'avais qu'une seule formation, d'apprendre la langue turque. Et puis D'accord. après, quand j'ai quitté la Turquie, je suis venu ici en France. J'avais pas, je ne pouvais pas travailler avec mon diplôme puisque c'est un diplôme étranger. Mm, Euh, du coup, je devrais travailler dans d'autres domaines que je ne connais pas. mm. Et même au niveau des expériences, je leur dis que j'ai de l'expérience sur tel domaine, mais puisque tu ne l'as pas fait ici en France, on ne peut pas l'accepter. Donc, le diplôme n'est pas pris en compte, le niveau d'études n'est pas pris en compte, même l'expérience professionnelle n'est pas prise en compte. D'accord. L'expérience, ça doit être français, mais D'accord. pas étranger. Du coup, c'était le mois de Ramadan. Ben, puisque j'ai mémorisé le Coran, je me connais sur les sciences islamiques. On m'a proposé le poste d'imam à Brive-la-Gaillarde. Mm, Et, j'ai accepté la première fois pour juste le mois de Ramadan. Parce que mm, moi, j'avais dit pour ça, je ne peux pas être imam alors que je fais des études. mm, Ça ne va pas marcher avec. mm, Euh, du coup, j'ai pris que pour le mois de Ramadan et j'ai fait ça, j'ai terminé. Et ils voulaient que je reste, mais j'ai dit que j'ai des études à faire, du coup, je ne peux pas rester. Je ne peux pas m'engager à faire ça longtemps. Après, ils ont pas trouvé une autre personne. Ils m'ont rappelé une deuxième fois. Du coup, je suis allé pour les vacances, jusqu'à la fin des vacances. Et puis, j'ai quitté. Et là, c'était la fin. mm. J'ai quitté ça. Et j'ai quitté ça. Et quand je suis venu ici à Clermont, j'ai directement eu une proposition dans un institut islamique pour enseigner les sciences islamiques. Mm. Et c'est là où j'ai fait mon entreprise, micro-entreprise, c'est pas entreprise, c'est micro-entreprise, T'es pour que les autres, entrepreneur. Tu es auto-entrepreneur. voilà, auto-entrepreneur, pour donner ma formation dans cet institut, mais Mm, pas comme salarié. Je, mm, je- et c'est là où je suis jusqu'à présent. J'enseigne là-bas 5 heures par jour. Et, et j'ai aussi d'autres élèves, des élèves de Brive, je leur donne des formations. mhm, Et j'aurai pas mal de propositions sur ça. mm. C'est-à-dire, dans ma journée, il y a toujours un cours à donner. D'accord. Tu es quand même sur une niche, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, les sciences islamiques, c'est un savoir qui est très, très recherché. En tout cas, on cherche des professeurs, des formateurs sur ça, même en Oui, oui, France. parce que, les sciences islamiques et aussi la langue arabe. La langue Avec, arabe, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, quand même, voilà, on est dans la mondialisation. Aujourd'hui, bah, la langue, ce n'est pas que la langue française et l'anglais, etc. Mais toi, tu es sur une niche, la langue arabe, parce que c'est une langue qui est très, très peu parlée. En fait, c'est pas beaucoup de personnes qui vont parler cette langue. Tu connais très, très peu de personnes. Même nous qui sommes musulmans, etc. Moi, je parle pas l'arabe. Mon père, parlait parfaitement l'arabe. Moi, non. ah, Du coup, oui, c'est une langue très ah, je te recherchée. propose ma formation. Oui,
Vraiment, je pense à mes enfants, etc. Parce que ça, c'est une langue, une langue, ça a toujours une valeur. Et c'est vrai que malgré les a priori qu'on peut avoir sur les pays musulmans, les a priori qu'on peut avoir sur la langue arabe, sur la religion musulmane, malheureusement, ces a Oui, priori existeront un certain temps. Mais quand même, on voit que bah, ça crée de l'emploi, ça te permet de quand même être bien pour ton entreprise, oui, d'avoir c'est des ça. clients facilement. Voilà, et que tu as repéré ta niche. C'est bien. Oh, bravo, parce que bah, il y a des étudiants, souvent, faire leurs études, voilà, c'est galère financière, etc. Toi, je pense que parfois, tu dois refuser des clients. Donc là, Oui, pour l'instant, des fois, je refuse parce que j'ai pas le temps. voilà, voilà. J'ai ma formation à faire dans le droit. J'ai aussi 5 heures par jour à faire dans l'institut. J'ai aussi mes cours particuliers parce que aussi je me suis inscrit dans des plateformes comme Superprof, Mm, Courses aussi. Et voilà, des fois, j'ai pas le temps de donner la formation. Il faut mm, que personne attend. Et d'accord. c'est pas que des formations parce que ce qui est valorisé ou ce qui fait que les gens viennent vers moi, c'est que moi, je donne des certificats. Par exemple. Je Mm, peux donner des certificats, mm, même si c'est pas dans un établissement. d'accord. Ok, donc toi, tu peux certifier à la personne qu'elle a bien suivi les cours, qu'elle a un niveau, etc., par rapport à la langue arabe. C'est bien À ça. la arabe et les autres sciences islamiques aussi, il y a des certificats qui fait que la personne peut enseigner le livre ou une matière que j'ai donnée. Il peut l'enseigner à d'autres. C'est-à-dire, c'est comme s'il donne l'autorisation d'enseigner et de lire ce qu'il a fait avec moi. D'accord, mais c'est super ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte de travailler à côté? Tu as ton auto-entreprise. Donc aujourd'hui, tu es indépendant financièrement. Tu ne dépends pas de tes parents. C'est-à-dire, tu ne vas pas appeler tes parents pour qu'ils t'aident. C'est ça. Oui, oui, ça, je l'ai laissé dès l'Égypte et ça a fait beaucoup de problèmes. Mm, Mais bon, j'ai avancé et j'ai réglé le problème après. Parce que quand j'étais en Turquie, mhm, il y avait des choses que je voulais faire, mais si j'appelle, à chaque fois j'appelle mon père, je veux faire ça, je veux faire ça, il va dire que lui, il veut juste prendre l'argent pour gaspiller. mhm, Il y a beaucoup de questions, on me pose beaucoup de questions, tu vas faire quoi, quand, comment? Et moi, j'aimais pas parce que ça m'a tardé. Du mhm, coup, un jour, et même la décision de venir ici en France, mon père ne voulait pas. mhm. Peut-être tu connais un peu les pères, les pères Oui, marocains bah, bien sûr. On par a rapport les à mêmes. la France. Oui, Voilà, c'est oui, je un comprends. peu- voilà. Du coup, lui, il ne voulait pas, il voulait que j'aille n'importe où, Somalie, dans les pays arabes, dans d'autres pays, mais la France interdit. Mm, Et moi, la décision, je me suis dit que je peux pas, parce que le problème, c'est que c'est comme j'ai dit avant que j'ai fait beaucoup de temps dehors. Du coup, j'ai aucun statut en France. mm, Et je ne pouvais pas rester comme ça longtemps. Je voulais mm, régler les choses avant. mm, Et je me suis dit que c'est bon, j'arrête de rester en dehors de la France. J'y vais en France mhm. et je continue là-bas. Et j'ai appelé mon père, je lui ai dit ça et il n'a Tu n'as pas apprécié? pas aimé. Oui, il n'a pas apprécié. Et J'ai, euh, je ne sais pas, peut-être j'ai dit quelque chose de grave, mais j'ai dit que je vais être indépendant financièrement pour faire, voilà, pour faire ce que je veux. Mm, Et là, mon père, il a pris mal. mm. Il a pris mal et il s'est énervé. S'est énervé, mais on s'est réconcilié après. Quand on s'est Oui, vu, oui. C'est extraordinaire parce que tu as eu le courage justement de dire, ouais. voilà, il faut que je prenne mon indépendance. On pense que c'est nous les filles qui sommes confrontées à ça. Parce que je me souviens quand je Ah, à part en étudiante, etc., ça avait fait un petit débat. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que même les hommes étaient confrontés à ça.
Je suis ton père, moi je vais te soulager, je dis, ah là là, c'est bon, c'est même lui qui va pouvoir m'aider financièrement, mais lui, au contraire, il appréhendait en fait ta venue en France. Mais tu penses pourquoi en fait les parents craignent, parce que tu n'es pas le premier ni le dernier. Le fait Mm. d'aller en France, c'est pas tous les parents qui sont à l'aise avec ça, en France hexagonale. On a beau être à Mayotte, on a beau savoir qu'après on continue, mais il y a une certaine appréhension des parents. Et il y a pas mal de parents, par exemple, qui ont préféré qu'on aille à La Réunion ou ailleurs plutôt qu'en France, qu'on reste à Mayotte, etc. Pourquoi il y a cette appréhension-là d'après toi? D'après moi, je vais parler de mon cas. Nous sommes une famille qui respecte vraiment la religion Mhm. et nous y sommes là-dedans. Et notre famille, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle ma Zarif ou Sharif. J'arrive. Ah, d'accord. Sallallahu alayhi wa sallam. Euh, du coup, notre famille, ils sont tous des savants du côté des sciences islamiques. Et Mhm. même moi, avant d'aller en Égypte, je parlais l'arabe correctement, je comprenais, et même je faisais des prêches à la mosquée de Ah, combat. à la mosquée Quand de Combani, à quel âge? À quel âge tu faisais des prêches? j'ai commencé à 10 ans, à À 10 ans, 10 ans? Ah, oui, je parlais, je traduisais les hadiths du prophète devant tout le monde. Et je connaissais un peu l'arabe. Parce que quand j'étais en Égypte, j'ai pas fait une formation de langue arabe. J'ai directement intégré le collège et j'ai commencé à apprendre. hmm, Et nous sommes dans cette famille, c'est-à-dire que tout ce qui va, les pays qui sont pas musulmans, hmm, ben il y a des, euh, des, hmm. pas des- Des appréhensions, voilà. Ben, par rapport, je pense, c'est surtout par rapport au comportement. Est-ce que tu ne vas pas oui, boire? Est-ce que oui, tu voilà, vas pas fumer? Parce que c'est surtout ça, je pense, les parents, ils ont vraiment peur par rapport à la oui. France hexagonale ou les pays non musulmans. Même on sait que ça se passe dans les pays, même à Mayotte, les gens, ils boivent, ils fument, mais se disent que là, voilà, on a peur vraiment de ça. Je pense que les parents, ils ont Je vraiment pense Je pense aussi que c'est par rapport à l'exemple que les gens donnent à la France, parce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui viennent ici pour étudier, mais ils ne terminent pas leurs études. Du peur. coup, pour les parents, ils prennent ça comme exemple que, regardez, telle personne, telle personne. Mm. Ben, si tu vas en France, tu vas juste aller travailler, mais tu ne vas pas continuer tes études en France. Parce qu'il D'accord. y a, Mm. ah, il y a l'argent. Est-ce qu'on peut rassurer un peu les parents? Aujourd'hui, c'est vrai que, tu sais, moi, je vois pas mal de messages passer dans les associations et tout, mahoraises, que la difficulté, par exemple, ça va être le logement. Les gens, ils vont arriver, ils vont pas avoir de logement, ils vont se retrouver en difficulté. D'après toi, qu'est-ce que les parents doivent faire? Tu vois, avec leurs enfants pour éviter justement qu'il y ait un échec par rapport aux études, parce qu'il y a tellement de questions. Quel serait ton message, toi, aujourd'hui, en plus, qui est professeur, hein, émérite, en tout cas en sciences sociales, et qui voit par rapport au comportement, est-ce que tu as un message à faire passer? On va finir par ce message. Par rapport au comportement, je pense que des fois, je ne sais pas si c'est ça le problème, mais quand les parents ils laissent leurs enfants pour venir ici, ils ne se préoccupent pas. Peut-être ils pensent que les enfants ici ou l'enfant ici, il est en sécurité, il est dans les logements Crous. Du coup, c'est l'État qui gère. Du coup, il ne se préoccupe pas beaucoup des enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école, comment ils vivent ici. Je pense qu'il y a ce côté-là, qu'il n'y a pas une bonne communication entre eux et leurs enfants. Euh, c'est ce que je pense pour l'instant. Voilà, je pense que c'est ça. Ah, c'est vraiment ça, c'est que les parents doivent savoir que de toute façon, quand on envoie son enfant en France, le travail n'est pas terminé. Malheureusement, le travail Oui, doit continuer. Il faut quand oui, même faire comme s'ils étaient encore au collège ou au lycée. Il faut appeler, savoir est-ce que tu as oui, les cours, est-ce que tu as oui, mangé. oui, c'est Voilà. ça. Moi, je pense il faut vraiment que les parents mettent la pression devant l'enfant. Hmm. Plus quand l'enfant il est à Mayotte. Parce que ici, il est à l'étranger, il ne connaît personne. Du coup, les parents, ils doivent toujours être en contact avec l'enfant, de savoir ce qui se passe, de savoir toute sa vie. Et même si les enfants, ils aiment pas ça. Ils vont dire que ma vie privée, je sais pas quoi. Mais il faut pas que les parents
ils cessent de consulter les enfants. Et il faut aussi que les parents ils leur motivent, qu'ils soient une source de motivation par rapport à leurs études. Mais c'est pas juste que, par exemple, l'enfant il va faire des études sur n'importe quel domaine et le père derrière il attend que les résultats. Mais il ne va pas se poser la question comment tu étudies, quelles sont tes difficultés dans tes études, comment on peut t'aider. Ce côté-là aussi, je pense que ça, il n'y a pas, ça, c'est pas bien entretenu. D'accord. Ok. Donc, toi, toi-même, tu nous as parlé de tes galères administratives, des difficultés à pouvoir intégrer la licence, etc. Et tu insistes sur le soutien des parents dans ces phases-là. En tout cas, merci beaucoup, Saïd, pour cette Euh, interview. Écoute, on se donne rendez-vous, comme on a dit, l'année prochaine. Je pense L'année prochaine. d'ici là, tu auras encore dépassé pas mal de choses. Alors, comme on fait d'habitude en pro dating, est-ce que tu peux me dire quels sont tes objectifs d'ici un an? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Comme ça, on garde la motivation. Et l'année prochaine, on va pouvoir revenir sur ces objectifs-là quand on va reprendre l'interview. Mes objectifs d'ici un an, c'est de terminer ma licence déjà, de terminer ma licence. Et aussi, j'ai un autre objectif de terminer aussi la formation de langue d'anglais. Hmm, Parce que j'ai fait cette formation pour la préparation des concours. hmm. Et je vais être magistrat au Ah, cours de ENMA, ENM, oui, c'est ça. ouais, ENM. ok. Du coup, pour l'instant, je me prépare à ça, même si il me restait 2 ans ou 3 ans, mais il faut quand même se préparer parce que c'est pas facile. D'accord. Donc là, tu passes, tu fais ta formation d'anglais. L'objectif, c'est de réussir haut la main ta licence. Écoute, on Oui. se verra l'année prochaine que tu nous diras tout ça, comment évolue ton entreprise, voilà, Hmm. quelles sont tes plus belles réussites. Voilà. Donc, on se retrouve l'année prochaine avec plein d'autres actualités. Merci. D'accord. Merci.